Black Woman Rock. Hello, bienvenue dans votre émission Black Woman Rock. Cette émission qui a pour vocation d'inspirer les femmes, qu'elles puissent nous partager leur expérience, leur trajectoire, mais aussi qu'on puisse entendre leur voix de résistance et de résilience. On passe sans plus tarder à notre première séquence qui sera exceptionnellement animée par Aïchatou, la séquence Cheese. Alors aujourd'hui, nous recevons Serena de Rosen. Bonjour Serena. Bonjour Aïchatou. Alors, j'aimerais savoir pour commencer cette interview, vous êtes la directrice de l'Ethno-Tendance Fashion Week Bruxelles. Vous avez, tout au long de votre carrière, vous êtes beaucoup investie sur la scène culturelle et spécialement dans la communauté africaine de Belgique. Alors, j'aimerais qu'en quelques mots, vous nous parliez un peu de votre parcours et qu'est-ce qui vous a animé pour vous engager pour une telle cause. Alors en fait, effectivement, j'ai un parcours atypique. Je dirais parce que j'ai fait pas mal de différents métiers, hein, notamment architecte d'intérieur, styliste. Et puis ça a commencé, mon amour pour la communauté a commencé déjà il y a quelques années, je dirais il y a 22 ans, lorsque j'ai intégré une ASBL qui s'appelait à l'époque l'African Culture Promotion et qui, comme le nom l'indique si bien, faisait la promotion de la culture africaine. Et de ce projet-là est resté le soulier d'ébène, donc qui est le fameux trophée qu'on remet aux joueurs africains jouant en Belgique. Hein, donc, et puis également le Dounia qui aujourd'hui s'appelle les African Awards. Voilà. Alors ensuite, j'ai travaillé également pour Zap Mama pendant un certain temps, donc comme scénographe et comme styliste. Donc ça m'a permis aussi de voyager pas mal et de rencontrer des personnes qui travaillent plus ou moins dans le même domaine que moi en stylisme. Et puis j'ai visité pas mal de salons et de Fashion Week, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de créateurs africains visibles. Le dernier, c'était le Salon de Paris, et lorsque j'y étais, j'ai trouvé une styliste brésilienne et un monsieur qui était créateur aussi, camerounais, et qui était au salon parce qu'il avait gagné le concours de la RATP. Donc, il avait pu, donc, en gagnant ce concours, pu habiller le personne de la RATP. Donc je me suis dit, mais enfin, comment un si gros salon n'a que 2 personnes représentant l'Afrique, et les pays du Sud finalement, parce qu'il y avait très peu de... Il y avait aussi des Indiens, mais il y avait très peu de personnes des pays du Sud. Donc du coup, l'histoire a germé dans ma tête et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je vais attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse? Et je me suis dit, Bruxelles n'ayant pas de Fashion Week, aussi, cette ville était orpheline d'une Fashion Week. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer. Donc, Ethno-Tendance, cette année, fête ses 5 ans. Donc, ce sera du 28 au 30 octobre inclus. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette édition anniversaire sera différente des précédentes? Et est-ce que vous nous réservez des surprises? Ah là, c'est difficile parce qu'effectivement, c'est 5 ans, mais est-ce que je peux déjà révéler le lieu? Parce que ça, en primeur sur Radio Beauté et sur Black Woman Rock, je pense que je peux. Je vais le faire parce qu'en fait, sur la page Facebook, on n'a toujours pas annoncé où ce serait. Et donc, depuis pas mal de temps, les gens attendent. Alors, ce sera aux Beaux-Arts. Eh bien, c'est très bien, on y a hâte d'y être en tout cas. Ouais. Sinon, en plus d'être nos tendances, vous organisez les ateliers Seven Senses et également les Sana After Work. Donc, on comprend bien que tout ça s'inscrit aussi dans une démarche de mettre en valeur les problématiques touchant les communautés afrodescendantes et les entrepreneurs ou les artistes afrodescendants. Est-ce que vous pouvez les expliquer en quelques mots brièvement? C'est aussi pareil, je veux dire, c'était aussi un manque qu'on avait ici à Bruxelles. Seven Sense, donc c'est la continuité d'Ethno-Tendance dans le sens où on organise des conférences à thématiques sur la communauté afro-caribéenne, je dirais, comme le cheveu, le problème de colorisme, le problème
de dépigmentation de la peau volontaire. Ça, ce sont des sujets qu'on aime beaucoup. Ensuite, les SANA, c'est pour justement, au niveau de la créativité, mettre en valeur les jeunes entrepreneurs, mais plus spécifiquement au niveau du domaine créatif. Donc, créativité veut dire beaucoup. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur Ethno-Tendance, parce que j'ai oublié quand même de préciser que c'était une Fashion Week de la diversité, et que nous sommes en plein l'année de la diversité, et que ça fait 5 ans que Ethno-Tendance promeut la diversité. Et donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que nos mannequins sont des mannequins de toute origine, qu'on a des mannequins plus size, des mannequins à mobilité réduite depuis déjà 2 ans, des mannequins albinos également. Et puis, cette année, on a rajouté des mannequins Age+. Donc, voilà, ce sont des mannequins plus âgés qui, à partir... On sait très bien que c'est un domaine qui est assez je dirais, difficile pour les personnes. La carrière d'un mannequin s'arrête très vite, à 30 ans plus ou moins. Et donc, on a pris cette année des mannequins Age+, pour justement montrer que même à 50 ans, 60 ans, 70 ans, on peut être beau et que la beauté est infinie. C'est la beauté du cœur d'abord qui compte, et souvent, ça se reflète au niveau du visage de la personne. Vous avez un parcours qui force le respect et qui force l'admiration. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes femmes ou des jeunes filles qui voudraient suivre vos traces? Voilà, je pense qu'il serait, quand je regarde ma vie en arrière, je me dis, ce qui est très important, c'est ne jamais se donner de barrières ou se faire de barrières, et la persévérance. C'est vraiment 2 choses qui sont essentielles dans la vie. C'est croire aussi dans son projet. Quand on a un projet, ne pas se dire, tiens, non, je ne suis pas capable de le faire. Non, c'est de dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver? Qu'est-ce que j'ai dans les mains pour y arriver? Et ne pas se dire, tiens, je n'ai pas de spécificité, de spécificité, non, de spécialité là-dedans. Par exemple, on se dit, ah oui, mais tiens, non, moi, j'ai pas étudié tel ou tel domaine. C'est vrai qu'on peut se faire accompagner quand on a des projets, et ça, c'est toujours important aussi de se faire accompagner par des gens qui connaissent le métier, mais je pense qu'il est vraiment important d'être très persévérant, parce qu'on rencontrera toujours des gens qui vont vous caler au niveau de vos projets, vous dire, ah mais non, écoute, non, ne fais pas. Et c'est la persévérance, et vraiment, moi, c'est ce que je retiens en tout cas de mon parcours, enfin, entre autres. Quelle est votre devise? Mais justement, c'est par rapport à la persévérance, et c'est là où commence le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Je t'aime, toi coco, toi coco. Je t'aime, toi, tu dis, toi coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi coco, tu te dis, je t'aime, toi, tu dis, toi coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi coco, tu te dis, je t'aime, toi, tu dis, toi coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi coco, tu te dis, je t'aime, toi, tu dis, toi coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi coco, tu te dis, je t'aime, toi, tu dis, toi coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi coco, tu te dis, je t'aime, toi, tu dis, toi coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi coco, tu te dis, je t'aime, toi, tu dis, toi coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi coco, tu dis, je t'aime, toi coco, toi coco. Tu dis, je t'aime, toi coco, t'es coco, coco, t'es, 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 Every time I heard that you want to leave me, every time I heard that you want to go, that I'm dreaming of you. All day I dream too.
C'était la sélection musicale de notre invitée Serina de Rosen, Take Me Coco de Zap Mama. On poursuit avec la séquence Women's Matter, où aujourd'hui on va aborder une question qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la problématique du colorisme. Alors pour faire bref, on pourrait résumer la problématique du colorisme par l'expression "the lighter, the better", c'est-à-dire que plus on est clair, plus on est considéré dans une société. En fait, c'est une dynamique sociale dont il faut trouver les origines dans les sociétés esclavagistes et coloniales, mais il importe de spécifier que les conséquences de cette dynamique sont encore très prégnantes dans les sociétés actuelles. En réalité, ça fait référence à la pigmentocratie, c'est-à-dire une logique de pouvoir en fonction de la pigmentation et de la couleur de la peau. Et donc, en fonction du degré mélanique, donc de la mélanine, eh bien, plus vous êtes clair, eh bien, vous étiez considéré, et plus vous étiez foncé dans l'échelle de couleur, plus vous étiez déprécié. Et donc, en fait, c'est une logique qui se traduisait notamment dans l'organisation du travail. Par exemple, dans les champs, les esclaves domestiques étaient souvent les esclaves les plus clairs, etc. Et on retrouve ça, je dirais, dans toutes les sociétés où on a des personnes mélanodermes, donc que ce soit également dans la Caraïbe, en Amérique latine, au Brésil, etc. Donc c'est une logique qui continue à agir de façon, je dirais, vraiment brutale. On peut le ressentir dans notre quotidien, que ce soit en observant les médias. Souvent, pour les personnes d'ascendance africaine, les rôles sont davantage accordés aux femmes claires. On le voit aussi dans le milieu du mannequinat, où ce sont davantage les mannequins clairs qui travaillent, et puis aussi à plein d'autres domaines aussi dans les médias, les journalistes clairs sont davantage présentes que celles qui sont foncées. Ça a aussi un impact dans les relations de couple aussi. Donc voilà, c'est une question qui est très vaste et je pense qu'il y a plein de choses dont on peut débattre et on va en discuter avec Aïchatou, également notre invitée Serina de Rosen. Eh bien oui, comme tu l'as dit, Ivoire, c'est un problème très prégnant dans nos communautés et aussi un problème douloureux parce que ça renvoie aussi au manque d'estime de soi-même, à la dépréciation. Pour certaines personnes, on peut même assimiler ça à un trouble mental, la dysmorphobie. Donc c'est vraiment un problème communautaire, donc ça nous concerne tous, c'est pas des problèmes individuels. Et malheureusement, moi j'ai pu constater que certaines personnes ne voient pas les choses de cette façon parce qu'il y a eu pas mal de polémiques quand des célébrités sur les réseaux sociaux se sont affichées avec une couleur de peau, une pigmentation beaucoup plus claire que celle qu'elles avaient avant. Je prends comme exemple la rappeuse Lil Kim ou Azealia Banks et des commentaires disons oui mais bon c'est un problème individuel, si elle est mal dans sa peau c'est son problème, on n'est pas concerné, on ne peut pas blâmer toute une communauté pour des problèmes individuels. Donc on se rend compte que ça reste toujours un sujet tabou et qu'il faut vraiment pouvoir en discuter et décloisonner tout ça. Tout d'abord, je vais te demander, Aïchatou, est-ce que tu pourrais me dire d'un point de vue personnel comment est-ce que le phénomène du colorisme fait écho à travers tes expériences, ton histoire, ta trajectoire, ou est-ce que tu as aussi une anecdote précise à nous raconter? J'ai pas d'anecdote précise à raconter, mais c'est vrai que quand on est une femme noire à la peau foncée, on ne peut pas ne pas avoir entendu cette célèbre phrase « Tu es belle pour une femme noire ». Je crois que c'est vraiment un classique, c'est même tellement cliché qu'on se dit que c'est pas possible d'avoir entendu ça, et on l'entend. Et ce qui est censé être un compliment est en fait une insulte ou une gifle. Quand on est une femme à la peau foncée, on ne se voit nulle part. On regarde la télé en voyant des femmes qui ne nous ressemblent pas. On doit voir toujours ses amis plus clairs que soi, être magnifiés, célébrés, sans l'être soi-même. On ne se voit pas. Mais enfin, c'est pas une fatalité. Je pense qu'il faut aimer sa peau telle qu'elle est. Moi, je suis originaire du Sénégal. Dans ma famille, il y a des femmes qui se dépigmentent la peau, que ce soit mes tantes
ou mes cousines. Donc, c'est quelque chose que je connais bien et on voit vraiment que c'est, comme tu l'as dit, une pression sociétale, un mal-être profond. Mais ma mère ne se dépigmente pas la peau. Et donc, elle m'a toujours encouragée à m'aimer telle que je suis, à accepter ma couleur de peau telle qu'elle était. Et donc, c'est un exemple qui a fait que malgré le manque d'estime de soi que j'ai pu ressentir quand j'étais adolescente ou face aux micro-agressions, je n'ai jamais cédé à cette tentation. J'ai toujours tenté de m'accepter telle que j'étais en me disant que si un homme ou qui que ce soit ne m'acceptait pas telle que j'étais, c'est que voilà, il n'en valait pas forcément la peine. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que on a besoin de se voir à la télévision, dans les magazines, on a besoin de voir des femmes belles qui nous ressemblent et c'est seulement récemment que j'ai pu le voir et je me dis que moi, ma génération n'a pas eu cette chance, mais la nouvelle génération a plus de chance que nous et que peut-être à travers les générations, c'est un problème qui va finir par disparaître, je l'espère en tout cas. Alors Serena, on en profite pour rebondir avec vous justement sur la question de la représentativité, notamment ce travail que vous entreprenez à travers vos différentes activités, que ce soit par la mise en lumière et en exergue des mannequins de toutes les couleurs et pas uniquement les mannequins blanches en fait. Donc quel est un petit peu l'enjeu et aussi par rapport aux différentes conférences, débats, ateliers qui sont spécifiquement dédiés aux personnes, aux femmes d'ascendance africaine, notamment aux femmes à la peau foncée. Oui, effectivement, en tout cas dans le projet Ethnotendance, je tiens absolument, et d'ailleurs la coach et la personne qui s'occupe de la cabine et de la recherche des mannequins le savent très bien, c'est que au sein d'Ethnotendance Fashion Week, les mannequins, j'insiste pour qu'il y ait une diversité au niveau des couleurs des peaux. Et à ce propos d'ailleurs, lorsque nous organisons le concours jeune mannequin. Chaque année, donc il y a un mannequin qui est élu et je sais que l'année passée, j'ai dû faire un coup de force, de bras de fer avec les membres du jury en disant qu'il était absolument essentiel que cette année, ce soit une fille à peau foncée qui a gagné ce concours et qui est d'ailleurs magnifique, mannequin à toute tendance. Alors, effectivement aussi par rapport aux couvertures de magazines, dans le même cadre, cette mannequin reçoit un prix et elle est donc sur une couverture de magazine. On sait très bien que les couvertures de magazine, c'est la même chose. Les filles qui sont choisies, ce sont des filles claires. Et généralement, quand c'est avec un homme, on prendra l'homme foncé et la fille claire. Exactement. Donc ici, pareil, elle aura une couverture donc dans un magazine où elle pourra, on verra une fille foncée. Donc on lutte vraiment contre ça et c'est pour ça qu'on donne ces conférences lors des Seven Sense pour informer ce qui se passe. Parce qu'en fait, la dépigmentation, personne n'en parle. C'est pratiquement tabou, la dépigmentation volontaire. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de monde qui viennent à ces conférences. On va dire, ah oui, mais ça n'intéresse personne. Alors que c'est partout en Afrique. On dit, oui, c'est dans certains pays. Mais pas du tout. Ça se passe en Afrique, ça se passe en Asie également. On a découvert des cas en Inde où il y a aussi un classement au niveau de la peau. Et donc au Maroc, contrairement à ce qu'on peut penser, les Marocaines aussi se dépigmentent parce qu'il y a aussi ce problème de couche sociale et au plus tu es clair, au mieux tu es. Au Japon, et il faut savoir aussi que par rapport à ça d'ailleurs, la plupart des produits éclaircissants sont fabriqués en Asie. Est-ce que tu pourrais nous dire comme ça, justement, en tant que femme métisse, mais dépassée la cinquantaine, comment est-ce que tu as vécu cette expérience, justement, par rapport au colorisme, d'être survalorisée par rapport à d'autres amis, par exemple, qui étaient plus foncés? Moi, j'ai surtout vécu le regard par rapport aux Occidentaux qui disaient, aux Caucasiens, qui disaient... Vous ressemblez plus à une occidentale et c'était toujours me repositionner en disant mais enfin vous n'êtes pas tout à fait noire, donc c'était toujours très dérangeant en fait de chercher à me positionner dans le camp des Caucasiens alors que moi depuis enfant je me positionne dans le camp des Afros.
Donc important aussi, et je pense qu'on peut en parler en quelques mots, le fait qu'effectivement, avec la dynamique coloriste, il y a une certaine tension des rapports de force qui peuvent se créer au sein de la communauté des femmes afrodescendantes. Aïchatou, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, voir, tu as tout à fait raison. On peut se rendre compte que dans la question du colorisme, il y a aussi la question du rapport de domination, parce que on constate que certaines personnes, voilà, qui ont la peau claire, se sentent dotées d'un certain privilège, d'une certaine supériorité aux personnes à la peau foncée, et vont leur faire savoir par une attitude arrogante ou condescendante. Et dans l'autre sens, ce qu'on retrouve aussi, c'est des personnes à la peau claire qui se sentent rejetées. Ça me fait penser au reportage qui était passé sur la chaîne d'Oprah Winfrey, Light Girls, où on entendait des jeunes femmes dire qu'elles étaient rejetées par leurs congénères à la peau foncée parce qu'elles étaient claires, parce qu'on leur prêtait justement cette condescendance, cette arrogance, qu'on pensait que voilà, ces personnes-là se sentaient supérieures, or que ce n'était pas le cas. Et donc, c'est important de dire que le colorisme, ça nous concerne tous. Nous sommes tous des victimes, nous sommes tous chosifiés, nous sommes tous stigmatisés par ça. Comme Serena le disait tout à l'heure, on prête parfois aux métis des qualités supposées, imaginées, comme aux personnes à la peau foncée, des qualités ou une laideur supposée, ou aux métis une beauté supposée, qui n'est pas forcément vraie. Donc, donc nous en souffrons tous. Donc je pense c'est vraiment un travail intracommunautaire qu'on doit faire, guérir ces plaies et pouvoir en parler surtout, libérer la parole, parce que moi j'ai constaté sur les réseaux sociaux, dès qu'on parle de colorisme, voilà, ça crée toute une polémique. Des gens préfèrent, comme je l'ai dit au début, voir plutôt un problème individuel et pas un problème collectif. Moi je dis, dans le colorisme, nous sommes des bourreaux et tuent toujours ces pratiques coloristes, et ça doit cesser. Tout à fait. Tout à fait, Chatou. Merci pour cette très belle conclusion. On passe sans plus tarder à la séquence Woman Buzz. Alors, la femme qui a fait le buzz ce mois-ci, c'est Lupita Nyong'o. Vous la connaissez tous, cette actrice talentueuse oscarisée. Alors, elle a fait le buzz ce mois-ci parce qu'elle a fait pour la 3e fois la couverture du magazine Vogue. Et c'est quand même assez important de le souligner parce que, comme on en parlait tout à l'heure, Lupita Nyong'o a été très populaire, non pas seulement pour ses talents d'actrice, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a su redéfinir les codes de la beauté avec sa peau ébène et ses cheveux crépus. Et donc, c'est assez exceptionnel pour un magazine de l'envergure de Vogue de mettre 3 fois en couverture une femme avec la couleur de peau de Lupita Nyong'o. Et de plus, sur la couverture, on la voit avec un imprimé africain et un attaché de foulard à l'africaine. Donc ça ne fait que susciter de la fierté parmi les afrodescendants de voir cette femme fière de ce qu'elle est, de montrer ses origines en couverture d'un magazine aussi prestigieux. Et dans l'article en question aussi, elle amène les lecteurs de Vogue dans son village, à la découverte de sa grand-mère. Donc c'est vraiment intéressant. Merci à Serena Dorzen d'avoir accepté d'être l'invitée, surtout à cette période si proche d'Ethno Tendance. Comme Aïchatou l'a dit, cette édition aura lieu donc le 28, 29 et 30 octobre. Et pour cette édition spéciale anniversaire, exceptionnellement à Beaux-Arts, lieu éminent de prestige. Nous, on vous retrouve très vite et on vous réserve des surprises pour la prochaine émission de Black Women Rock. N'oubliez pas, cet hashtag, c'est le vote, parce que c'est vous, les femmes, qui déchirent. Power.